Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Florent Gabriel, mineur de Bitcoin, mais surtout cofondateur et CEO de Blob.io, une entité spécialisée dans le minage de crypto. Alors bonjour Florent, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, ça va très bien et toi ? Ça va super aussi. J'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu de ton parcours dans les méandres de la crypto ? Comment tout a démarré pour toi et aussi pourquoi tu as un profil finalement très en phase avec le minage de crypto ? Ouais, bien sûr. Je vais me présenter de façon assez concise et expliquer mon parcours pour montrer que la vie m'a donné un coup de pied au cul pour me mettre dans le minage de Bitcoin aujourd'hui. Tout a été tracé pour. Euh, donc moi, j'étais électrotechnicien depuis mes 16 ans. J'ai commencé avec un bac pro électrotechnique. J'ai travaillé sur le réseau, sur les pylônes, sur tout ce qui était transformateur, haute tension, basse tension. Euh, c'est de l'acrobranche, mais payé, hein, c'est pas si mal. Non, je rigole, c'est un métier très très dur. D'ailleurs, quand il y a des tempêtes et tout, comme en ce moment, on pense à eux parce que c'est vraiment un métier très dur. Euh, Ensuite, j'ai fait un BTS de maintenance en alternance. J'ai arrêté 4 mois avant mon BTS pour créer ma première entreprise. C'était une entreprise de blanchiment dentaire, donc rien à voir avec du blanchiment d'argent, hein, c'était les dents. Euh, j'ai fait ça pendant 1 an et demi avec des créations de formation d'entreprise. Comme tout entrepreneur, je me suis planté et correctement. Suite à cet échec, j'ai travaillé à Alstom pendant 3 ans sur des alternateurs en intérim. Je faisais 48 heures par semaine avec 1 heure de trajet aller, 1 heure retour. Donc, autant dire que tu n'as plus le temps de faire autre chose de ta vie, avec 2 fois 12 heures le week-end. Ma femme, à ce moment-là, c'était il y a 11 ans, hein. Ma femme, à ce moment-là, elle était serveuse dans un restaurant, pareil, 60 heures par semaine. Donc, on n'a pas vu le temps passer. On a fait un accident de voiture qui a failli nous faire perdre la vie. J'avais toutes les côtes cassées et suite à cet accident, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, de créer des choses et surtout un jour d'être, libre financièrement. Suite à ça, j'ai tapé sur Google: «Comment faire de l'argent?» Et donc je suis tombé sur des trucs pas mal, hein, genre il y avait le MLM, le marketing de réseau. Je sais pas si ça te parle Thibaut, le marketing de réseau? Ouais, Donc, ouais, je je connais, mais me ça, c'est suis un dit, truc de fou, quoi. ouais, je me suis dit: «C'est un truc de fou, c'est tu fais de l'argent et tu baisses ta famille et tes amis en premier.» Je me suis dit: «Ouais, non, c'est pas trop pour moi ce truc.» Donc je me dis: «Next, ça marche pas.» J'ai vu le trading, j'ai appris le trading, mais le trading sans argent, ça marche pas super bien et surtout que je me suis fait avoir complètement par l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que j'étais dans un marché haussier à l'époque sur le marché tradi et tu fais tes multiples et tu te prends pour un dieu jusqu'au jour où tu te fais rect. Donc, première belle leçon sur le trading, qui m'a d'ailleurs beaucoup servi pour la crypto après, parce qu'il vaut mieux faire des erreurs avec des petits sous qu'avec des gros après. Et ensuite, j'ai vu l'immobilier. Donc, j'avais fait une formation d'immobilier à l'époque. C'était Yann Darwin, plus pas mal de livres. Et là, je me suis dit, waouh, en utilisant l'argent des autres, du crédit et de la dette, je peux investir. Ouais, sauf qu'il faut un CDI. Donc, j'avais pas de CDI. Donc, j'ai repris mes études comme un taré, là, par contre. J'ai fait tout mon cursus électrotechnicien en alternance sur des barrages hydroélectriques. J'ai fini major académique. Je me suis embauché chez un grand énergéticien français en 3 lettres qui s'appelle EDF, hein, autant le dire, tout le monde l'a compris. Euh, j'ai fait des visites tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, je faisais des visites immobilières. Et, euh, et en tout, on a acheté avec ma femme 6 appartements qu'on a retapés de A à Z avec cash flow positif. Ça a commencé à rentrer. Je me suis dit, bon, on a encore une prison dorée pour une dizaine d'années, mais dans 10 ans, on sera rentier. Je créerai des entreprises, on verra. Mais en tout cas, on sera un peu plus libre dans nos têtes que dans ce système qui ne nous correspondait plus. Elle avait aussi trouvé un travail dans l'immobilier en Allemagne, comme on habite à la frontière, et qui lui permettait de très bien gagner sa vie. Donc, on était dans une belle prison dorée. Et un jour, la prison brûle. Ça veut dire qu'il y a pas mal de malheurs qui nous tombent dessus, des décès multiples autour de nous. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe pendant quelques mois. Et le déclic a été, ou un des premiers déclics, j'ai fait une opération des yeux pour plus avoir de lunettes, qui a mal tourné.
L'opération, elle m'a fait quasiment perdre la vue sur la première. Je voyais plus rien. J'étais en panique totale. J'ai fait une deuxième opération qui m'a rendu la vue, mais qui m'a laissé avec une vision double permanente, encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. J'ai sûrement une troisième opération qui va arriver bientôt. Je l'ai appris la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir. Et mais c'est que à l'œil gauche, donc je sais que je deviendrai plus aveugle là cette fois-ci. Donc ça va, même ça fait un peu peur. Hem bah, je deviens un paria à mon boulot, je perds mes astreintes alors que j'ai bossé, 7 ans sur ce barrage que je connaissais comme ma poche, toute la maintenance hydroélectrique, mécanique, électrotechnique. Bon, il y avait un peu trop de hic pour que ça continue bien, quoi. Et et il parlait de me licencier parce que je refusais de déménager pour inaptitude. Donc moi je savais pas trop quoi faire et à ce moment-là, ma femme perd son job aussi. Donc je lui dis: «Écoute, je te promets 3 choses, c'est que demain, je démissionne, demain, je crée une entreprise et on gagnera peut-être plus jamais autant, mais je ferai tout pour nous sortir de cette merde». Bah, j'ai menti sur les 3 points. J'ai clairement menti sur les 3 points parce que j'ai pas fait ça du tout. Elle m'a dit: «Réfléchis, moi je vais retrouver un travail, on a quand même un logement de fonction, tu payes pas l'électricité, moi je vais retrouver un travail, essaye de rester dedans». Et la phrase, elle résonne dans ma tête. J'ai un logement de fonction, je paye pas l'électricité. Je dis: «Comment je peux optimiser ça?» Et donc toute la nuit, je réfléchis. Ouais, tu rigoles, tu as déjà compris. Et je pense pas au bitcoin tout de suite, hein, je pense au cannabis d'abord. Vraiment, c'est le premier truc auquel je pense. Sauf que je fume pas, je bois pas d'alcool non plus d'ailleurs je me dis: «Merde, j'ai pas envie d'aller en prison». Je dis: «Pouah, chier, putain, il y a rien à faire et tout» et j'ai cherché sur les forums et un jour, je suis tombé sur un mec qui disait, si je payais pas l'électricité, je minerais du bitcoin dans ma cave comme un porc. Je fais: «Ah ouais? Attends, moi le bitcoin, je suis passé 2 fois à côté. Une fois dans Dofus quand on voulait me l'échanger contre une panoplie Melou et une fois, une fois parce que l'ancien patron de ma femme, il m'avait dit: «Achète pour 10 000 € de bitcoin». Le truc, ça valait moins de 100 balles, quoi. Je dis: «Ouais, c'est quoi ça merde du darknet? Jamais de la vie» et là, je me réintéresse et je comprends, quoi et donc je m'y intéresse de plus en plus. Je commence à faire mon premier rig de minage dans ma cave. C'était sur Ethereum à l'époque parce que j'avais compris qu'Ethereum était plus rentable à ce moment-là. Pour, situer chronologiquement, on est en 2019, hein, donc moi j'ai commencé, un peu plus tard que mon associé qui a commencé en 2016, Julien et on commence à miner et quand les premiers Ethereum, ils tombent, je me dis: «Waouh, là je me prends pour Warren Buffett, quoi». Je me dis, je ou même la Casa de Papel, c'est l'imprimerie nationale mais dans ma cave, quoi. Je fais: «C'est un truc de fou». Mais C'est en fait, tout part de là et en fait, tu te rends compte qu'en plus, vu que tu payes pas l'électricité, cet énorme privilège quand même, on va le dire, quand on fait du ouais, minage, ouais. du coup, c'est comme si tu imprimais de la monnaie, quoi. C'est de l'argent qui rentre comme ça, ultra facilement, quoi. Ah ouais, ouais, c'était un truc de dingue et en plus, je suis arrivé quand tout le monde crevait, avec la bouche ouverte, avec la salive qui coulait, quoi, dans la rue, genre: «Ah, Nerec, ICO». Enfin, les mecs, ils étaient morts, quoi. Ouais, je suis arrivé, «Moi, j'y vais, j'achète» et on m'a dit: «T'inquiète, le bitcoin, il peut pas tomber plus bas». Il était à 6 000 balles à ce moment, je crois, 2 ou 3 mois après, il est tombé à 3 000, quoi. Putain. Mais je me demande, attends, mais je me dis, mais tous ceux qui bossent chez EDF et qui ont l'électricité gratuite, ils devraient avoir cette réaction-là. Enfin, ils devraient faire des recherches à un moment donné, non? Tu es le seul un peu dans ton entourage, ou parmi tes anciens collègues qui fait ça, qui fait cette activité? Alors, oui et non, mais après tu dois le faire en bon père de famille, c'est-à-dire que tu as de quoi chauffer ta maison, donc ça peut te faire un peu de beurre dans les épinards, mais tu as pas de quoi faire une ferme industrielle. En fait, le minage de crypto chez soi, il est très vite limité, c'est pas scalable. Tu vas mettre deux trois machines et c'est terminé. Tu as bouffé tous les watts de ta maison et ta maison, il faut sortir la chaleur, donc après tu as quand même une éthique. Tu vois, par exemple, moi j'avais 3 fois 60 ampères, j'ai jamais bouffé plus que 20 que ce que je pouvais de la maison. C'était pour me chauffer, quoi. Et même en été, j'ai récupéré la chaleur pour chauffer mon jacuzzi, des trucs et tout. Enfin, j'ai jamais abusé. J'aurais pu, mais j'ai jamais abusé. Heu, j'ai très vite compris qu'en fait, au niveau bruit, c'était, l'enfer, que c'était pas scalable niveau chaleur. J'étais devenu papa aussi, donc je voulais pas foutre le feu à mon logement en mettant, des kilowatts et des kilowatts de chaleur en bas. Même si je suis électrotech, j'ai fait pas mal de choses pour que ça arrive pas, mais c'était quand même, donc en tout cas, quand j'ai fait cette première machine, je me suis dit: «Je vais faire un truc, c'est les intérêts cumulés, l'effet boule de neige». C'était vraiment quelque chose qui m'avait percuté dans le livre de Warren Buffett parce que je beaucoup de livres sur le développement perso, sur l'investissement, sur la crypto aussi aujourd'hui et hem et là, je me suis heurté à un problème, c'est que sur le bon coin, personne ne voulait me vendre des cartes graphiques contre de l'Ethereum, quoi. Le truc, il venait de tomber à 80 balles, plus personne avait confiance ou alors quand je trouvais, je me faisais arnaquer je me suis dit: «Bon, j'arrive pas à aller assez vite».
Ça serait bien de trouver une plateforme comme eBay ou Le Bon Coin, version tiers de confiance, escrow service, donc séquestre basé sur la blockchain. Et ça n'existait pas. Et je me suis dit: «Merde, ça existe pas et que moi j'en ai besoin, c'est qu'il y a un besoin, je viens d'arriver». Donc en fait, j'ai créé ça. C'est-à-dire que d'abord, je me suis mis modérateur de tous les discords de mining que j'ai trouvés sur la planète. J'apprenais à tout le monde à réparer ses machines le soir, je partageais ma connaissance, ce que j'avais appris comme un taré. En fait, moi, quand je me passionne dans un truc, je le ponce. Je fais 24/24 dessus, je dors, je réapprends, je dors, je réapprends. Donc j'ai poncé le truc comme un fou. Donc en un mois, j'avais acquis quand même un très bon niveau. Et plus mon niveau d'électrotechnicien, d'électronique et tout, donc ça aide forcément. Et ça aide hein, pour faire le premier pas, on va pas se mentir, ça aide clairement. Et ensuite, je rencontre Julien sur ces Discord-là, qui est un petit génie du mining aussi, et je le prends sous mon aile. Il était tout jeune à l'époque. Et, et là, je dis, viens, on va créer une plateforme marketplace. Parce que tout le monde est emmerdé sur les Discord avec le marketplace, des GPU, des trucs et tout. Donc, on crée ça. Au début, c'était pas automatisé. Ça a pris. On prenait 1% de frais, mais juste pour payer les serveurs. Et ensuite, on a payé 2 petits devs qui nous ont aidés et qui nous ont automatisé tout ça sur la blockchain. Ça veut dire que c'était complètement automatisé. Il y avait que s'il y avait un litige, on mettait slash litige, ça m'appelait dans le channel et je regardais pourquoi il y avait un litige. Et ça a pris une ampleur dingue. Très vite, il y a plein de data centers qui l'ont utilisé, des grosses boîtes, des mecs qui vendaient. Et en fait, le but, il n'était pas de faire de l'argent, c'était clairement de savoir qui avait quoi et d'être en contact avec tout le monde. Et ça a super bien marché. Super bien marché. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un super deal avec des bonnes cartes, on disait: «Hey, tu en as encore à ce prix-là?» et on se servait au passage. Et un jour, il y a eu une ferme qui m'a appelé, qui m'a dit: «Écoute, on a une ferme en Suisse qui appartient à des Chinois, on a plein de machines à vendre, on les vend», ouais, c'était 200 balles l'unité et on veut tout vendre. Et là, je prends une camionnette et je dis à ma femme: «On y va». Donc on roule et il y avait 8 heures de route, hein, c'était jusqu'à Gondo, un petit village en Suisse près de l'Italie, frontière italienne d'ailleurs. Hem, J'achète pour 10 000 € de machine. Donc c'est les 10 000 balles qui me restaient, quoi. Elle me dit: «Est-ce que tu sais ce que tu fais?» Je lui dis: «Franchement, non». J'en ai aucune idée, même pas ça à se vendre. Et je les mets sur le Discord je me doute que ça vaut au moins 500-600 € et que je les achète 200, donc même à 400, je me doute que c'est un super prix. Je me dis: «Je vais pas les mettre à 1 000 parce que j'ai pas envie de baiser ma communauté». Je dis: «Vas-y, je les mets à 400, on va voir». Putain, ça part en 3 secondes. Bon là, j'avais quand même la haine, quoi. Je dis: «Merde, c'est parti en 3 secondes». Tout le monde a pris. Donc j'appelle le mec, je fais un deuxième aller-retour, avec 20 000 balles et je les mets à fois 3 en rentrant et ça part en 4 secondes, quoi. Je fais: «Putain, merde». Et là, je fais venir un camion, quoi. Je fais carrément venir le camion. Enfin, je t'épargne toute l'histoire avec la douane où j'ai dû déclarer le truc parce que moi, je faisais ça comme ça, quoi. Donc, création d'entreprise, tout le bordel. Enfin, je me rappelle toujours de cet appel de la douane. «Bonjour monsieur, vous avez un numéro EORI?» Je fais: «EORI?» Il me fait: «Oui, d'importation de matériel informatique en Europe». «Oui? Oui, 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 attendez, je vais vous rappeler». Je fais: «Oh putain, merde, hein, EORI», je sur Google, putain et bah, du coup, C'est j'ai énorme cette expérience-là, ce souvenir de ça et c'est là que tu vois, vraiment la fibre entrepreneur parce que la plupart des gens n'auraient juste pas fait ça ou pas les 3 allers-retours ou ouais, n'auraient c'était un pas peu con pris quand même, hein, c'était un peu inconscient, hein. bah, ouais, c'est un peu la folie de l'entrepreneur qui prend des risques, qui y va YOLO et c'est finalement ça a marché, tu vois? Et aucun regret, j'imagine? Ah non, non, aucun regret parce que ça a été un truc de fou jusqu'à la fin. C'est que du coup, je suis allé à ce bureau-là pour faire ce EORI et ils m'ont dit, donc je suis allé avec un grand sourire et tout pour que j'attende pas 3 jours parce qu'il me fallait mon camion et elle me dit: «Bien sûr monsieur, vous avez un numéro de SIRET?» Ouais. Ouais, 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 bien sûr et je lui donne le numéro de SIRET de ma SCI quoi et ça passe quoi, c'est n'importe quoi. Ah ouais, putain, parce que ça peut prendre du temps d'obtenir le numéro de SIRET si tu recrées une boîte. Ah ouais, 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 je lui donne le truc de la SCI et ça passe quoi. Ah incroyable, n'importe quoi. Après je l'ai pas déclaré en charge sur la SCI quoi, je suis pas fou. Pas me prendre un contrôle fiscal bêtement, après j'ai tout fait dans les règles de l'art. Mais et après quand les machines elles sont arrivées chez moi, j'avais un autre souci quoi. C'est que quand j'ai ouvert le camion, j'ai compris que jamais ça rentrerait chez moi dans mon logement de fonction. Il y avait je sais pas combien de palettes. Donc il y en avait dans la cuisine, il y en avait dans la salle de bain, il y en Ah avait ouais, partout. tu Il y en avait as pas partout. loué un box, ou un truc Ouais, comme non, ça sur pour le coup, stocker en tout? fait, sur le coup, quand c'est arrivé chez moi, je me rendais même pas compte, tu vois? Tout allait très vite, au même moment, les décès continuaient dans ma famille, donc c'était quand même pas la période la plus joyeuse de ma vie, même si, en même temps, ça commençait à prendre et hem
Et là, bah, ouais, c'était un truc de fou furieux. Donc, bah, je suis allé voir des collègues, quoi. Je lui ai dit: «Écoutez les gars, j'ai des serveurs informatiques à brancher, je vous paye 4 centimes le kilowattheure, ça vous fait un peu de beurre dans les épinards, je m'occupe de tout, vous vous occupez de rien. Je fais les branchements, je m'occupe de la maintenance». Et du coup, je l'ai branché chez 1, 2, 3, 4, 5 collègues. Bah, ça a permis de vider une pièce et ensuite j'ai envoyé dans d'autres data centers en fait, hein, que je connaissais. Et là, avec Julien, on a commencé à step up vraiment. On a commencé à faire du consulting pour des grosses sociétés de mining. On a construit plusieurs fermes. Moi, j'en ai construit 3 en France. J'en ai supervisé une au Venezuela où j'ai fait tout le bureau d'études, 2 en Russie. Julien est allé en Russie pendant 6 mois, sur Tcheliabinsk et Irkoutsk. Donc Julien, il avait 21 ans, je crois, à ce moment-là, truc de dingue. Premier voyage de sa vie, première fois qu'il prend l'avion, il part en Russie, quoi. Et il parle à peine anglais à ce moment-là, d'ailleurs. Et il va former 10 Golgoth à la réparation de ASIC parce que Julien, c'est vraiment, ouais, niveau ASIC, c'est une tête. Il fait tout ce qui est développement avec BrainsOS, avec plein de mecs, avec Luxor et tout pour optimisation de ASIC. Il bidouille l'électronique à fond, il bidouille les logiciels, les firmware, les trucs. Et pour vraiment, enfin, il va très deep, beaucoup plus tech que moi, point de vue ASIC pur. Au niveau électrotechnique, on va dire que bah, forcément, de par mon expérience, c'est normal. Depuis que j'ai 16 ans, je fais de l'électrotechnique, donc en construction de ferme pure, je vais avoir plus d'expérience. Mais en termes vraiment d'aller deep dans le sujet, il va être beaucoup, beaucoup plus puissant que moi. Et, et à ce moment-là, ben, moi, je donne du consulting pour une société, une grosse boîte de mining qui fait aussi plein d'autres trucs maintenant que tu connais, Thibaut. Euh, donc, cette société nous approche, nous propose de fusionner avec eux, de prendre des parts de la société qu'on allait créer nous, contre un paquet d'argent, un paquet de tokens. Euh, J'intègre cette boîte, je fais 2 ans là-bas, 2 ans aussi formidables que pas formidables, c'est-à-dire que j'ai quand même appris énormément de choses. Je pense que ça a été un bon entrepreneurial pour moi de 10 ans en avant, de voir les erreurs des autres, de voir aussi les process, de voir plein de choses, d'apprendre le management. D'un coup, je me retrouve avec des équipes à gérer. Euh, bon, très bon technicien, très mauvais administrativement. Du coup, les contrats n'ont pas été faits en bonne et due forme. Quand je me suis rendu compte qu'on n'aurait sûrement jamais notre argent et que ça allait pas là où. Donc ça, c'est une belle erreur d'ailleurs, hein, je peux le dire. C'est ne jamais s'associer pour de l'argent. En fait, c'est tôt ou tard. En fait, ça suffira pas l'argent. Il faut avoir la même vision, les mêmes valeurs. Euh, et la même culture d'entreprise. Sinon, en fait, c'est pas votre boîte. Et si vous êtes entrepreneur, en fait, devenir numéro 2 de quelqu'un, c'est juste pas possible. Tôt ou tard, vous allez vous bouffer, en fait. Et j'en profite, ça, ces valeurs, cette vision, tu la partages du coup avec Julien. Là, pour le coup, Complètement. vous êtes vraiment Ah en phase. ouais, ouais. Ouais, bah depuis des années. Ouais, ouais, bien sûr. Avec Julien, ça va faire bientôt. Ouais, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble tout le temps. Et on est dans le même bureau ensemble. Aujourd'hui, là, il est pas là. Il a l'avion pour aller en Russie. Parce que du coup, quand il a fait son voyage en Russie à l'époque, il a rencontré l'amour de sa vie. Qu'on a énormément de mal à faire venir en France parce que c'est quelqu'un de russe. C'est incroyable. On a tout essayé pour le moment. C'est vraiment l'enfer. Euh, Punaise. En fait, si je résume un peu tout ce que tu as dit là, c'est un passé qui est à la fois incroyable, rempli de hauts, de bas, dans tous les sens, que ce soit en pro, perso. Enfin, c'est assez hallucinant. Moi, tu vois, quand je te demandais ton parcours, je pose la question à tous les intervenants. Mais tu vois, on a ouvert vraiment une porte. Il s'est passé plein de choses en fait, et c'est super ouais. intéressant d'avoir tout ça. Et là, ouais, tu me dis, donc lui, il a des attaches en Russie, mais il a créé des fermes à 21 ans sans parler anglais, en prenant l'avion. Mais c'est des trucs de dingue. Et moi, ça me fait super plaisir de te recevoir dans le podcast parce que c'est vraiment des expériences uniques. Et pour l'audience, je pense que, waouh, ça montre que vous avez une fibre entrepreneuriale qui est assez dingue, que vous avez à chaque fois été confronté à des problèmes qui s'ajoutaient parce que vous avez pris des risques, hein. Je veux dire, quand Ouais. tu n'avais pas de stockage chez toi, bah, c'est parce que tu étais allé chercher en camion des trucs. Les numéros, tu les as trouvés au fur et à mesure. C'est assez dingue. Et après, tu t'es démerdé pour stocker les machines, pour lancer le business. Enfin, c'est assez, je trouve, inspirant comme vision. Et là, pareil, vous lancez donc Blob.io, on y Ouais. arrive justement. Tu peux nous dire justement quelle est la proposition de valeur et pourquoi ce nom finalement?
Ouais, bien sûr. Bah, Blob, en fait, on l'a créé vraiment à l'image de ce qu'on aurait voulu rencontrer quand on a commencé le mining à l'époque. Vraiment basé sur parce qu'au début, j'étais clairement pas là pour la tech, hein, j'étais là pour la spéculatech. Ça veut dire vraiment, spéculation et faire de l'argent parce que j'étais dos au mur. Mais ensuite, quand j'ai compris que je participais à quelque chose qui était plus grand que moi, donc Bitcoin, ça m'a vraiment passionné et tout ce qui est Don't Trust, Verify, enfin, il y a plein de choses qui m'ont parlé et en fait, je me reconnaissais plus dans ce que je faisais. Et par rapport à mon discours que j'avais, par exemple, j'ai donné beaucoup de conférences sur le mining et la crypto. Et en fait, je racontais des choses que derrière, on n'appliquait pas forcément, mais en fait, qui était ma vision. Et, et c'est pour ça que on a créé Blob. Donc, Blob, déjà, pourquoi le nom de Blob euh, Ça a été choisi en 5 minutes, en vrai. Ça a été une illumination. J'allais à la salle de sport. Je me rappelle encore, je sortais de ma bagnole. C'était même pas une réunion pour dire on choisit le nom. Et je disais à Julien, je dis, bon, va falloir qu'on trouve un nom aussi maintenant, hein, vu qu'on se barre. Et il m'a dit, ouais, on va pas perdre trop de temps avec ça, Flo, hein. J'ai dit, non, non, t'inquiète, on va pas perdre de temps avec un nom, vraiment pas, ni avec un logo. Je dis, il faut qu'on avance. L'important, c'est la vitesse d'exécution. Et je lui dis, mais il faut tout de même un truc résilient. Il faut tout de même un truc storytelling, un truc qui parle. Tu vois, Meria, j'aime beaucoup. Tu vois, Meria, c'est un arbre, le cryptoméria, qui résiste aux incendies, aux insectes. Et ça me parlait, en fait, parce que j'avais regardé un interview, je sais plus si c'était de Thibaut ou de Owen, je sais plus, quelque temps avant, je crois que c'était Thibaut, sur Hawk Invest. Et il expliquait pourquoi. Et je dis, putain, tu vois, ça, c'est la classe. C'est court, c'est en 2 syllabes, ça se retient bien, il y a un bon storytelling, c'est ressemblant à l'écosystème. En plus, c'est le cryptoméria, un truc de fou. Et j'y faut un truc comme ça. Et j'ai dit, nous, on est résilients. C'est clairement ça. À chaque fois, moi, je me définis comme un chat noir qui rebondit plus haut à chaque fois. À chaque fois qu'il m'arrive une couille, je dis aux gens, vous inquiétez pas, laissez faire papa. Ça va, ça va aller mieux. Je m'inquiète même plus quand il y a une merde qui me tombe dessus. À chaque fois, je sais que c'est mieux après. J'arrive même plus à m'inquiéter, en fait. Et ouais, après, quand t'as eu des vraies galères, en fait, après, il y a des trucs, tu vois, quand t'as eu la santé, de la famille, des trucs, quand c'est des galères d'argent, tu te dis, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Tant que c'est pas ton fils ou quelque chose, tu vois, là c'est grave, tu vois, quand ça te touche vraiment perso, c'est autre chose. Ouf, ça me met les frissons. Et ouais, je me suis mis les frissons tout seul, le con. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je disais Blob. Donc je dis à Julien Phoenix, tu vois, Phoenix, c'est un truc qui renaît de ses cendres et tout. Mais il y en a trop des boîtes qui s'appellent Phoenix, il y en a vraiment trop. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il y a de résilient sur la planète à fond? Qu'est-ce qu'il y a de résilient sur la planète à fond? Et je dis le tardigrade. Je dis putain, mais qu'est-ce que c'est moche comme nom? Qu'est-ce que c'est? Bon, regardez le tardigrade, c'est un truc hyper résistant, presque immortel comme bestiole, on comprend pas pourquoi. Je dis mais c'est très moche, c'est trop de syllabes. Et je dis, tu vois, il faut un truc court, un truc impactant. Je dis l'idéal, ça serait en 1 syllabe. Tu vois, un truc. Je dis, tu te souviens, et là j'en reviens à Owen, parce qu'on en parlait juste avant. Je dis, tu te souviens à l'époque, lui, il a vendu des rigs de minage. Il a pas appelé ça rig de minage, il a appelé ça Bob. C'était pas con, Bob. Et d'un coup, je fais, oh putain, Blob. Et il me dit, Blob, le champignon. Mais non seulement Blob le champignon, qui est pas vraiment un champignon, mais qui est un organisme qui se répand comme la blockchain, qui est quasiment immortel. Tu peux l'envoyer dans l'espace, le blob, tu regarderas, c'est un petit champignon jaune. Il revient, tu lui mets une goutte d'eau, il repart. Mais surtout, et ça m'a fait très rire parce que je suis un peu un troller, euh, le truc, il a pas de neurones et il est intelligent. On ne sait pas pourquoi. Tiens, et moi, ça me faisait rire. Je dis, c'est un peu moi, ça. Il a l'air un peu con de base comme ça, mais il est pas si con, en fait, quand tu parles avec. Et, euh, et ça me parlait beaucoup, parce qu'en fait, le blob est pareil, niveau synergie, c'est un truc incroyable. Le blob, tu peux lui faire faire des labyrinthes et il va s'en rappeler. Tu peux lui faire passer par des endroits, il va s'en rappeler. Et si tu prends une cellule du blob et tu le mets avec un autre blob, l'autre blob va apprendre. C'est un truc de barge. Et en fait, ça remet en question tout ce qu'on connaît sur l'intelligence. C'est un mystère scientifique parce que c'est pas codé dans son ADN et il n'a pas de neurones. Donc, on ne sait pas pourquoi. Ça remet tout ce qu'on pensait sur l'intelligence en question. On ne sait vraiment pas du tout pourquoi. On pense même que le blob a un cerveau collectif. Tellement c'est un truc qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et c'était aussi le fichier informatique, le blob. Que si tu vas sur GitHub de Bitcoin, tu as Bitcoin, GitHub, slash, et ensuite le premier fichier que tu vas avoir, c'est blob, direct dans les codes. D'accord. Ah Et, bah tu vois, je savais pas.
Et en fait, tout allait ensemble. Et d'un coup, on a dit waouh, ça fait une charte graphique, waouh, ça fait une sémantique. C'est-à-dire, tu peux tout utiliser. Tu vois, la blockchain va blober ailleurs si j'y suis. Tu peux utiliser comme le mot Strom. Tu vois, et d'un coup, on a dit ok, c'est Blob, c'est bon. Donc voilà pourquoi Blob. Et Blob, on l'a créé de la façon dont on aurait voulu vraiment avoir une société de mining à l'époque quand on a commencé, c'est-à-dire posséder ses propres machines. C'est-à-dire que le client possède ses machines. On s'occupe de l'hébergement des machines des clients, de la maintenance et le tout le plus passivement possible. Je vais m'expliquer pourquoi dans la proposition de valeur. Avec un dashboard 24 sur 24, 7 jours sur 7, directement, pas avec un nom, prénom et un proxy avec une adresse mail. Non, directement avec ton wallet sur la blockchain. Tu peux voir tes machines tourner. Donc, tu te connectes, tu vois tes machines. Tu vois exactement à quelle puissance elles tournent, qu'est-ce qu'elles te ramènent. Donc ça, c'était hyper important pour nous de ne pas avoir juste un rapport PDF à la fin du mois qui te dit Trust me, t'as miné ça. Non, c'est constate-le. C'est don't trust, verify. Donc ça, c'était important pour nous. Deuxième chose qui était importante, c'est qu'on a tendance à oublier que le minage, c'est la porte d'entrée du monde de la crypto. C'est pas les exchanges. C'est pas du tout les exchanges. La vraie porte d'entrée de base, c'est le minage. Et, et du coup, c'est de la crypto vierge que tu vas miner. C'est pas de la crypto qui est passée par des exchanges, par du darknet, par des mixeurs. Non, tu viens de créer ton propre Bitcoin qui est pur, qui est vierge. Et ça aussi, c'est important pour nous. Jamais, jamais, jamais on ne fait de custody. Donc, on ne conserve pas et ça ne passe pas par nos wallets la crypto des clients. La machine mine directement sur le wallet du client. On le rentre en dur dans la machine. On est sur place, on tape le wallet du client dans la machine et ça minera direct sur son wallet. Et là, tu vas me dire, bah attends, comment tu fais pour te payer? Et bien, soit on fait comme tout le monde, ça veut dire qu'on fait une facture en début de mois avec l'électricité à payer et la maintenance à payer, parce que nous, notre business model, c'est on prend 10% sur le montant de net miné. Le client fait de l'argent, on fait de l'argent. Il n'en fait pas, on n'en fait pas. Mais on a compris que bah, les gens, ils sont un peu comme nous, un peu des feignants, ils aiment bien le rendement passif. Donc, en fait, on a créé une solution avec une pool partenaire. On est les seuls à faire ça d'ailleurs, avec une API qui est connectée sur la pool, où on vient prendre au fil de l'eau, si le client veut, hein, sinon il paye une facture début de mois, ses bitcoins pour payer l'électricité et payer nos 10%. Et ça, pareil, on-chain, de manière totalement transparente. Donc, un client n'a même pas besoin d'aller sur le dashboard s'il a envie. Il a juste besoin de regarder son wallet et voir ses bitcoins tomber avec déjà l'électricité déduite. Ça lui évite de vendre ses bitcoins à la fin du mois. Et ses 10% déjà prélevés également. Et de manière totalement transparente. Voilà. C'est l'équivalent pour les impôts du prélèvement à la source, quoi. En gros, tu touches ton salaire et vous Ouais, avez pris en amont un peu tous les frais pour vous payer, quoi. Donc ça, c'est exactement. bien. Ok, super intéressant. Et alors, bon, là, il y a pas mal de choses que tu as dit. Est-ce que vous minez que des bitcoins ou est-ce que vous minez d'autres crypto-monnaies? Comment vous décidez, en fait, au niveau de la ferme, ce que vous minez? Alors nous, on va quand même. On était parti sur miner que du bitcoin. Pourquoi? Parce que si je voulais miner autre chose que du bitcoin, je me serais appelé IKEA Mining. Ça veut dire que j'avais pas envie de vendre de tabouret. Tu vois, c'est vraiment, c'est que la plupart des ASIC qui vont pas faire du bitcoin, à part le Caspa qui a sorti son épingle du lot, la plupart des ASIC qui sont vendus en dehors de l'algorithme bitcoin, c'est vraiment des attrape-nigo. On va te vendre une rentabilité à l'instant T de 160 ou 250 ou 350%, ou voire même plus. Mais la vérité, c'est que la difficulté du réseau va exploser une fois que ces ASIC sont livrés et les mecs, ils vont se faire rect. D'ailleurs, tu peux le voir sur mon Twitter. J'ai fait un tweet, je crois, il y a une semaine, où je retweetais un de mes tweets d'il y a un an, où tout le monde parlait des ASIC Cadena. Il disait que waouh, les ASIC Cadena, c'était 50 000 balles l'ASIC, hein, quand même, je crois, ou 40 000 balles l'ASIC, et que ça faisait une rentabilité, je ne sais plus combien de centaines ou milliers de pourcents à l'année. Je me rappelle que la renta était de 700 dollars par jour à ce moment-là, par machine, ou 350 au moment où j'ai fait mon tweet. Et j'ai dit, moi, je ne vends pas, je ne vais pas vendre ça parce qu'en fait, je sais exactement ce qui va se passer. Euh, j'ai calculé qu'au bout de 5000 machines vendues, la difficulté du réseau Cadena serait la même, apporterait la même rentabilité que le réseau Bitcoin. Sauf qu'une chaîne de production de Bitmain, c'est 10 000 machines. Ça, je le sais. C'est quand même quelques années qu'on connaît. Donc, je savais que de base, les mecs, ils seraient 2 fois moins rentables que miner du Bitcoin et que si le cours du Cadena il allait tomber, bah, ça serait bien moins. On est passé de 700 dollars par jour à 7 dollars ou 6 dollars aujourd'hui. Les mecs ne rentabiliseront jamais, jamais, jamais leur machine. Par contre, ils ont un super tabouret qu'ils ont payé très cher. Donc,
À part certaines machines, genre quelques clients qui nous demandent pour miner du Caspa, on est en train de regarder pour remplacer quelques-unes. Nous, on mine que du Bitcoin. Si vraiment il y a un client qui souhaite faire du Caspa, on peut lui faire. Mais notre business model, nous, comme c'est de prendre 10% du montant net miné, que créer des slots dans des fermes, ça coûte de l'argent. C'est des places qui sont prises. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. C'est des installations électriques derrière, et installations Ethernet. Même ça prend un slot, en fait, ça prend de la place. Si c'est pour que le client soit non rentable, ça veut dire que nous aussi, on ne sera pas rentable. Donc nous, on a l'intérêt complet que nos clients soient toujours rentables, de vendre les machines dernière génération pour qu'ils soient le plus rentables le plus longtemps possible et de leur conseiller à ce titre-là. Tu vois, des machines de mining, il y en a 20, 30, 40 qui existent des références. Bah, nous, on n'en vend que 2, c'est pas pour rien. Déjà parce que de mon passé d'électrotechnicien et de maintenance fait que je sais que la standardisation, c'est la clé d'une réussite pour avoir peu de pièces de rechange, pour optimiser la réparation, la maintenance, optimiser les connaissances. Et aussi parce qu'on a sélectionné les machines que l'on estime les plus performantes à nos yeux, quoi. D'accord. Donc tout ça, OK, il y a toute une réflexion derrière. Vous partez uniquement sur Bitcoin ou alors, globalement On que peut sur faire Bitcoin? d'autres, mais ouais, globalement que Bitcoin, ouais. Allez, Sauf s'il y a et une on grosse comprend. demande sur un truc. Voilà, et on comprend la logique. Tu as parlé de la ferme. Elle est située où? Est-ce qu'on a des informations sur cette ferme accessible, si on investit? Ouais, bien sûr. Alors, pour le moment, on a 2 sites. On a un site qui est sur un barrage à côté de Seattle. Celui-là, il est complet, on n'a plus de place. On a fait un lancement comme on n'aurait jamais imaginé, vraiment avec Blob. Comme dit, un Blob, ça a été créé, fin septembre, hein. On a annoncé ça début octobre. On a quitté l'ancienne boîte le 21 septembre. J'aime bien le 21, vous allez voir, hein, c'est dans mon pseudo, c'est partout. J'aime bien faire des easter eggs comme ça. Ouais. Je quitte le 21, enfin, c'est assez marrant. C'est Ah bon? c'est Pourquoi 21? Tu sais, le mec, il débarque. ah, pourquoi pas? Ah bon, 21, pourquoi? Ah bah, ça me Chercher Century 21 parce Bitcoin. que je travaille dans l'immobilier. C'est ça. C'est ta date d'anniversaire, c'est tout, en fait. Même pas. 30 D'accord, et décembre. donc les fermes, il y en a une à Seattle et l'autre? En Islande. On est sur un site islandais où il y a pas mal d'autres fermes, hein, qu'on connaît très bien. D'ailleurs, l'ancienne société pour laquelle on travaillait a aussi des locaux dans cette ferme. Et là, j'y suis dans 2 semaines d'ailleurs pour installer une centaine de machines. Là, on a vendu une centaine de machines sur ce mois de novembre et qu'on va installer sur le site islandais. Donc là aussi, c'est vraiment un beau démarrage qu'on a fait. Franchement, je ne vais pas dire que je m'y attendais parce que je m'y attendais pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a toujours des soucis d'entrepreneurs, hein, tu vois? Je veux dire, tu le chat noir qui rebondit plus haut, tu vois? Typiquement, il y a un tremblement de terre en Islande il y a 2 semaines, l'aéroport est fermé pendant 10 jours, ça peut pas arriver, ça me décale tous mes projets. Bon, heureusement, la ferme était tout au nord, 8 heures au nord, donc il y a pas eu de souci. Mais ouais, il y a toujours des choses. Mais c'est la vie d'un entrepreneur, en fait, on est des problème solvers. Pour moi, c'est d'ailleurs ça ce qui définit un entrepreneur, c'est sa capacité à résoudre les problèmes. Il va avoir un problème, il va trouver la solution. C'est quelqu'un qui va. Tu vois, tu as 2 sortes de personnes. Tu as les mais et tu as les et. Les mais, c'est très souvent les salariés et tu en as besoin. Nous, on est des et. Ça veut dire, ah, mais s'il y a ça, bah, et on va faire ça, et on va faire ça. Ah, bah, il y a ce truc en face. Ah, bah, et on va alors faire ça. Et du coup, on va faire ça. Et c'est bon, ça va trouver la solution. Et en face, tu vas avoir des personnes qui vont t'apporter des problèmes. Ils vont dire, ouais, mais attention, il y a ça. Ouais, mais attention, il y a ça. Eux, ils vont pas entreprendre parce qu'ils sont trop dans le mais, ils sont trop dans l'incertitude. Mais tu as besoin de ces gens-là pour te freiner parfois et pour te faire réfléchir aussi, et dire, attends, ouais, il a peut-être raison. Et les avocats, ils sont très bons pour les mais. D'ailleurs, je pense que c'est leur fonds de commerce numéro un, c'est de faire peur pour que tu payes. Mais on a besoin d'eux. C'est un autre sujet. Mais effectivement, ouais, c'est très important cette vision de l'entrepreneur et comme quoi, ouais, il y a des aléas dans tous les sens. Mais c'est ça qui fait aussi le charme, mais faut les avoir quand même, hein, pour se lancer là-dedans en Islande et tout. Est-ce que, tu peux nous dire donc, vous gérez toute la partie technique, hein, que ce soit la maintenance, l'installation, tout ça. Donc globalement, pour un investisseur en France, par exemple, des gens qui seraient dans l'audience, finalement, il y a très peu de choses à faire, si ce n'est, j'imagine, investir. Donc déjà, ça s'adresse à un public débutant. On peut tout à fait, passer par vos services sans vraiment comprendre le minage. Ça, c'est acté. Globalement, vous prenez les gens par la main et il n'y a pas de barrière, de connaissances pour se lancer dans le minage, sachant qu'en fait, vous faites toute la partie. Donc on investit dans le minage, mais le minage est fait en Islande ou à Seattle. Ça, tu me le confirmes, hein, pas besoin d'avoir des compétences particulières? Il n'y a pas besoin de compétences particulières, on s'occupe de tout, de A à Z. Et je vais même aller plus loin, c'est que derrière, il y a vraiment un accompagnement. Pourquoi? Bah, on a une barrière à l'entrée qui est quand même assez haute. Pour le moment, on est autour des 12 000, 13 000 euros. On était à 20 000 au début, mais on va remonter prochainement.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je me prends le temps avec chacun de mes clients de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il le faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir sur notre site web et acheter des machines. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas parce que derrière, il y a plein de notions qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la difficulté du réseau Bitcoin, il faut comprendre le halving, il faut comprendre tous les tenants et les aboutissants de dans quoi vous êtes en train de rentrer. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir cette proximité avec mes clients. Ils ont tous mon WhatsApp. S'ils me posent une question, bah, je réponds directement. S'ils ont besoin que je les accompagne sur la création de leur site et que je conserve leurs 24 mots. Non, je rigole, hein. Mais en tout cas, les accompagner, tu vois, typiquement, on offre une ledger à chacun de nos clients, gravé blob.io, et on les incite à miner sur un hard wallet et surtout pas sur un exchange, parce que pour moi, c'est une hérésie de miner sur un exchange. Euh, on va vraiment les accompagner et les conseiller selon leur niveau. Je suis en train de sortir une série de vidéos d'ailleurs aussi qui va être accessible à nos clients. Et en fait, c'est ça aussi qui fait notre proposition de valeur et notre force. C'est vraiment cet accompagnement personnalisé. Alors bien sûr, je ne vais pas faire une formation de 40 heures personnalisée par personne, mais en tout cas, cette heure de présentation du produit en discutant de tous les risques, parce que bien sûr, c'est quelque chose de très rentable, mais c'est aussi quelque chose de risqué. Si on parle que du rendement, c'est vendre du rêve. Et moi, j'ai jamais été là pour vendre du rêve. Si j'avais voulu vendre du rêve et faire de l'argent en masse, bah, j'aurais fait du marketing de réseau où j'aurais vendu des NFT à la con. Et moi, alors, désolé pour ceux qui font des NFT, il y en a des très bien, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui sont à la con. Euh, et c'est vraiment ça qu'on a voulu. C'est pas moi, ma hantise quand je vais dans un service, c'est quand je dois contacter un support client, je dois aller sur la page contacter, je dois faire toutes les questions. Ah bah non, là j'ai le chatbot, là j'ai le chatbot, là j'ai la réponse de la FAQ, et là je tombe sur un mec qui connaît rien, qui doit m'envoyer avec un mec au-dessus. Moi, je voulais vraiment pas ça pour notre pote. Je voulais vraiment pas faire de l'ultra retail, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc, il y a un prix d'entrée qui est effectivement élevé, mais parce que du coup, il y a un suivi et un accompagnement très, très pointu. Et puis voilà, et tout le monde ne peut pas rentrer à ce prix-là, ça c'est clair et net. Maintenant, quand on se lance, c'est-à-dire on passe à l'action, on investit, on fait confiance, on se lance. Comment ça se passe après? Parce que techniquement, la machine m'appartient. J'investis vraiment dans des machines, elles m'appartiennent. Je touche les bitcoins directement sur mon wallet, sans doute via le ledger que vous me fournissez. Les récompenses sont versées, j'imagine, en temps réel. Donc, en fait, le dashboard, il est live 24/24, 7 jours sur 7. C'est vraiment de la donnée en temps réel. Les récompenses, c'est pas tous les mois, vous recevez votre chèque. Et est-ce que tu peux juste me dire comment ça se passe si la machine vieillit, qu'elle est défaillante? Comment ça se passe? Est-ce que vous prenez tout en charge? Est-ce que c'est à nous de gérer des choses? Donc il y a un peu deux questions. Déjà, la Ouais. fréquence, me confirmer que les récompenses sont bien versées en live, et ensuite, comment ça se passe si la machine a un problème? Alors, les récompenses, pour des raisons de simplicité fiscale pour le client, et ça aussi, on a tout un accompagnement avec une équipe de fiscalistes derrière et d'experts comptables pour accompagner nos clients. C'est les paiements tous les premiers du mois, enfin début du mois, que ce soit le premier, soit le 2, soit le 3. C'est pour des simplicités en fait, et surtout pour les frais de transaction. Si tu as un paiement tous les jours, tu vas te faire bouffer par les frais de transaction du réseau Bitcoin. Donc il vaut mieux se limiter à un par mois. C'est bien mieux. Ça te fait derrière à l'année, ça te fait 12 payouts qui vont te dire bon combien tu as gagné à l'année avec le mining. C'est beaucoup plus simple pour la fiscalité. Ça, c'était la première. Ta deuxième question, c'était, rappelle-moi juste. Concernant l'obsolescence des machines, Ouais. comment ça se passe s'il y a un problème sur une machine qui techniquement nous appartient? Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est la solution normale, c'est-à-dire que il y a pas, t'as la garantie constructeur de 1 an. S'il y a un souci sur cette machine, ben, il faut l'expédier à tes frais à Hong Kong pour de la RMA, donc du retour de garantie. Tu as une perte d'exploitation d'à peu près 2 mois, ce qui peut être quand même assez chiant. Il faut prier pour pas être en bull market parce qu'en bull market, potentiellement, ils n'ont pas de pièces de rechange ou ils sont complètement débordés. Si tu as un souci au bout de, je sais pas, 1 an et 3 mois ou 1 an et 4 mois, il faut l'envoyer dans un centre de réparation. Les centres de réparation, si tu n'es pas en bull run, ça va. Un ASIC, c'est assez simple à réparer en soi. Il y a 3 hashboards, donc il y a 3 cartes de hachage à l'intérieur qui travaillent. Il y a une carte mère qui est sur le haut qu'on appelle la control board. Il y a une alimentation et il y a 4 ventilos. Bon, les ventilos, c'est de la maintenance standard, hein, ça s'est changé sur place. Euh, Là, bah, tu auras un devis à accepter ou à refuser selon ta réparation. Ce qui est compliqué à comprendre pour les clients, c'est qu'une machine qui vaut aujourd'hui, je sais pas, 2 500 € ou 5 000 € peut valoir 10 000, 15 000 ou 20 000 en bull run. Et du coup, le prix des pièces y suit. Donc, c'est très compliqué pour un retail de se dire que la machine qu'il avait achetée 2 500 en bear market, aujourd'hui, la réparation lui vaut 6 000. Donc, ça, c'est hyper dur. Et en plus, surtout que bah, tu n'as plus de place dans les repair centers, parce que tout le monde veut réparer ses machines, parce que d'un coup, tout est redevenu rentable, même les vieilles. Donc, hyper compliqué.
Nous, ce qu'on a mis en place pour combler ça, c'est on vend des garanties additionnelles de 2 ans, qui permettent un minage serein. Je m'explique, on a développé une API, toutes les X extensions de garantie vendues, nous, on va acheter une machine qui va miner pour un fonds de garantie. Cette machine, s'il y a un souci sur une machine d'un client, automatiquement, ça va switcher sur l'API une de nos machines du fonds de garantie sur le wallet du client, comme une voiture de courtoisie, mais c'est une machine de courtoisie. Et ça pendant 2 ans. Et derrière, il n'a pas à s'occuper des devis, des trucs et tout. Nous, on s'occupe de tout. Les bitcoins qui sont minés également sur ce fonds de garantie vont permettre de nous hedge face au marché, c'est-à-dire on ne va pas les vendre. On les garde en bitcoin parce que si le prix des pièces a monté, les bitcoins qui ont été minés par ces machines-là ont monté également et nous permet d'acheter les pièces à ce moment-là. Troisièmement, si tu vraiment cas catastrophe, tu es en plein bull market et tu ne trouves plus les pièces de rechange parce qu'ils sont en rupture, bah, nous, ça nous permet de cannibaliser des machines à nous pour réparer la machine du client. Donc là, c'est vraiment du gagnant, gagnant, gagnant. Et s'il n'y a pas de panne sur la machine du client pendant 2 ans, bah là, c'est gagnant pour nous. Mais c'est le business model des extensions de garantie. On n'est pas l'abbé Pierre à un moment, on est aussi là pour faire de l'argent, sinon on ne le ferait pas. Mais en tout cas, on estime que c'est vraiment la solution gagnant-gagnant parce que bah, nous, ça nous fait gagner du temps plutôt que de faire des échanges de mails avec le client, de dire voilà, le devis, c'est ça, oui, il accepte, non, il accepte pas, t'attends, t'as le stress du client forcément qui va te contaminer aussi, parce que bah, on le comprend, il a une perte d'exploitation, et nous, indépendant de notre volonté, bah, le centre de réparation, on ne sait pas combien de temps ils vont mettre pour réparer. Donc là, c'est vraiment la solution qui nous permet vraiment d'être bien. Franchement, c'est la solution de la sérénité, D'accord. sachant qu'on est sur des prix, tu vois, sur une machine à 2 800 euros, on est sur 400 euros pour les 2 ans. Tu vois, on n'est pas sur des. Ok. Ça reste Non, ça ultra va, correct. c'est raisonnable et puis je pense que la tranquillité a un prix et je pense que la plupart des gens prendront ça parce que c'est la galère quand même d'envoyer les machines, Ouais. de faire le suivi derrière. Donc ok, bah écoute, c'est intéressant d'avoir mis en place cette solution. Petite question, là c'est pour l'audience qui peut-être n'a pas les moyens de lâcher plusieurs milliers d'euros pour prendre part à cette aventure qui est fantastique, moi je trouve. Est-ce qu'il y a à moyen ou long terme des projets pour peut-être baisser le billet d'entrée pour, je sais pas, mutualiser et s'adresser à des gens qui auraient peut-être 500, 1000 euros, 2000 euros à investir? Alors, nous, on va pas mutualiser le mining, on le fera pas parce que c'est une solution auquel je suis pas j'ai jamais été convaincu, en fait, de cette mutualisation. Je suis très, pas libéral, mais on va dire, en fait, les gens, ils sont très pour la mutualisation quand il y a des gains et vraiment contre la mutualisation quand il y a des pertes. L'être humain est avant tout un animal social assez égoïste au final et on aime bien assumer ses propres gains, mais on n'a pas envie d'assumer les pertes des autres. Et dans des systèmes mutualisés, le problème, c'est que bah, en fait, le marché, 90% des gens perdent. C'est-à-dire qu'ils investissent au mauvais moment. Et si tu mutualises quelque chose, ce qui va se passer, c'est que bah, si toi, tu as fait le bon move, bah, tu vas quand même payer de 90% qui vont faire le mauvais move. Et en fait, le système communiste n'a jamais fonctionné. Je peux te l'expliquer à l'échelle d'une salle de classe. Si demain, tu dis bah, tout le monde a 13 aujourd'hui parce que la moyenne de la classe, c'est 13, bah, je peux te spoiler. Ce qui va se passer au deuxième contrôle, à la deuxième interrogation, c'est que la moyenne, ça va être de 10 et ensuite, ça va être de 8 et ensuite, ça va être de 5. Pourquoi? Parce que les mecs qui étaient très bons, bah, ils vont arrêter d'être très bons ou ils vont changer de classe. Et les mecs qui en branlaient pas une, bah, ils vont continuer à pas en branler une. Donc en fait, c'est voué à l'échec comme système. Ensuite, tu as des systèmes tokenisés de mining. Ça, c'est pas si mal pour quelqu'un qui veut se lancer dans le mining à petite échelle pour découvrir le mining, mais il faut être conscient que tu ne possèdes pas la machine de mining, tu possèdes des parts d'une entreprise. On a tendance souvent à dire oui, ils ont tokenisé une machine de mining. Oui et non. En fait, tu tokenises une société qui détient les Comme machines pour de mining. l'immobilier. Exactement. Donc, tu as les actifs et les passifs derrière. Donc, plus tous les frais, il faut faire attention à tous les frais cachés. Euh, mais je pense que voilà, pour découvrir le mining, ça peut être bien de commencer comme ça. Après, il y a un truc qui est très. Ça va être hyper hard ce que je vais dire, mais c'est que mon prisme de vision et ma façon de penser, bah, malheureusement, le mining, c'est pas un investissement pour tout le monde. Ça veut dire que moi, d'ailleurs, je refuse des clients parfois qui me disent je vais faire un crédit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est pour ça que je fais les appels pour sentir le client. Et je me permets de refuser des clients parce que, en fait, et pas encore pour eux. Le mining, c'est une diversification, c'est pour quelqu'un qui est déjà capitalisé. Tu ne deviendras pas riche avec le mining. C'est une belle diversification, c'est de l'immobilier sous stéroïde, mais ça reste quelque chose de risqué.
Et vouloir se diversifier à tout prix, est-ce que c'est quelque chose de bien? Je suis pas convaincu en fait. C'est bien la diversification, mais il y a des produits, c'est pas accessible pour tout le monde en fait. Donc la tokenisation permet que ça soit le cas, mais il faut juste voir si dans les termes de rentabilité, on est pareil. Et forcément, tu vas avoir des économies d'échelle. Plus c'est accessible à du retail, moins tu vas, enfin, moins ça va être rentable. Mais ça Ouais. reste quelque chose de rentable par contre, hein. Voilà. Donc nous, on le fera pas. Intimement persuadé. Alors, il y a que les cons qui changent pas la vie, mais clairement, en tout cas, mutualiser, on le fera pas. Tokeniser, à voir, mais je vois pas, sauf si vraiment je rentre dans des débats et qu'un jour je me dis ouais, c'est pas mal. Euh, je pense que posséder sa propre machine et miner ses propres cryptos, c'est quand même ça le mining. Et je pense que ça deviendra un jour accessible quand même à tout le monde, mais via le chauffage de leur maison en fait, et pas forcément via des data centers. Ouais, et là, on fera sans doute un autre épisode dédié à ça si à un moment donné vous vous spécialisez dans le domaine. Mais c'est très bien ta réponse parce que du coup, ça oriente. Donc vous restez sur on achète les machines, donc il y a un billet d'entrée élevé. Il y a un service qui est aussi en rapport à ça. Si pour les plus petits porteurs qui ont un budget plus limité, il y a d'autres solutions qui existent, notamment la tokenisation. Il y a d'autres solutions qui existent, donc c'est intéressant. La porte n'est pas fermée, donc il y a d'autres options. Maintenant, effectivement, ton modèle est différent et moi, il me plaît beaucoup. On arrive déjà un peu à la fin, hein, ça fait presque 1 heure qu'on discute. Ah ouais, Il y avait plein de choses à voir. Moi, j'ai adoré notre échange. Je pense que ça a parlé aux gens. Tu vois, on voit que tu connais ton sujet. On voit qu'il y a le côté entrepreneur qui finalement n'était pas initialement. C'est ça que tu m'as dit. Tu as fait pas mal de choses quoi. Avec le blanchiment dentaire, tu es parti dans pas mal de sujets et tu te retrouves sur finalement l'essentiel, là où tout a commencé, entre guillemets, l'électricité. Il y aura encore plein de choses qu'on pourrait aborder, notamment les erreurs de débutants, ton retour d'expérience, de tout ça, mais on n'a pas le temps. On fera peut-être un deuxième épisode. En tout cas, moi, je t'invite avec plaisir. volontiers pour en refaire un parce que c'est passionnant. Et voilà, je vais te laisser le mot de la fin. Tu as 2-3 minutes pour partager quelque chose, nous dire peut-être comment suivre votre activité le plus facilement possible. Est-ce que c'est le site internet? Donc voilà, ta carte blanche pendant 2-3 minutes pour clôturer cette interview. Merci Thibaut. Donc pour ceux qui veulent nous suivre, effectivement, il y a sur blob.io, donc BLO2B.io, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Sinon, le plus simple, c'est directement sur mes réseaux. Donc c'est Flowrent, Flowrent. Gabriel sur LinkedIn et sinon tiré du bas 21M sur tous les autres réseaux. Sur Instagram, je balance quand même pas mal de conneries. Sur Twitter, c'est du LinkedIn mais sans censure. Et ce qui est le plus intéressant en général, hein, parce que sur LinkedIn, on essaye de. Enfin, moi, j'y arrive pas. LinkedIn compliant, j'y arrive pas. En général, je balance quand même ce que je pense. Et ça permet de nous suivre. Il y a Satodri aussi, qui est mon associé sur Twitter. Donc c'est Julien qui va vraiment lui aller plus deep dans la tech avec des exclus, vraiment des news sur le mining. En tout cas, si vous avez envie d'approfondir plus le sujet du mining, il y a mon Calendly qui est ouvert sur notre site web. Vous pouvez prendre rendez-vous à n'importe quel moment. Moi, je me prends toujours le temps d'expliquer. Alors, bien sûr, c'est pas un cours sur le mining, mais en tout cas, avec grand plaisir pour en discuter avec vous et nous suivre sur les réseaux. Et s'il vous plaît, arrêtez d'acheter du Bitcoin. Produisez-le. C'est un super mot de la fin. Et ouais, effectivement, le Bitcoin fraîchement miné a sans doute peut-être quelque part un peu plus de valeur qu'un Bitcoin qui vient d'un exchange qui est passé par je ne sais combien de mains, plus ou moins propre. Super mot de la fin. Merci Florent. Je rajoute aussi quelque chose. Tu as parlé de finalement le mining, ce n'est pas un investissement et un marché qui est forcément fait pour tout le monde, tout comme de façon plus large le marché de la crypto-monnaie qui est quand même un marché très particulier. Et il faut bien le rappeler, c'est risqué, c'est la folie en termes d'émotion. C'est pas forcément fait pour tout le monde et moi je le rappelle tout le temps. Donc voilà, faut vraiment avoir notion de ça et encore plus dans le mining. Voilà, on va dans un degré supplémentaire, je pense, parce que c'est de la technique, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément. Mais voilà, c'était bien de le rappeler. Et puis merci à toi et puis bon courage pour la suite et j'espère que vous allez miner plein de Bitcoin, vous allez sécuriser le réseau au mieux. Et puis que moi, un jour, je pourrais prendre part à l'aventure, on verra ça, et qu'on fera d'autres épisodes ensemble. Merci Florent, et puis à bientôt. Merci à tous. Merci Thibaut. Salut. Ciao, ciao.